Bienvenue dans notre nouveau concept, Epic Talk, qui consiste à échanger avec des acteurs de notre secteur d'activité, pour échanger sur leur vision du marché, également des sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Roy Brockman, qui est directeur marketing au sein de Securifing. Bonjour Roy, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci de m'avoir invité. C'est normal, c'est un plaisir. Donc du coup, avec Roy, nous allons échanger marketing. Donc ce que je propose, Roy, c'est que vous puissiez vous présenter dans un premier temps. Très bien, enchanté tout le monde. Je m'appelle Roy Brockman. J'ai commencé ma carrière dans le marketing, dans le domaine des télécoms, il y a 13 ans en France, après avoir été diplômé de l'ESSEC BBA. Et depuis une dizaine d'années, je réside en Israël, donc un pays très axé technologie, la Startup Nation, où j'occupe des postes à responsabilité dans le marketing, aussi bien dans des grands groupes de cybersécurité que dans des startups. Et aujourd'hui, comme vous le disiez, je suis le directeur marketing de l'une d'entre elles qui s'appelle Securitings, avec une solution très prometteuse dans le domaine de l'Internet des objets. D'accord, d'accord. Et aujourd'hui, justement, par rapport à ça, quelle est votre vision du marketing dans le secteur de la cybersécurité? Euh, alors, en général, d'abord, le marketing vit une période très intéressante, je trouve. Ça a commencé il y a une dizaine d'années avec la montée en puissance de ce qu'on appelle l'inbound marketing, donc l'idée d'attirer des prospects potentiels, puis de les convertir en clients en mettant en place une stratégie de contenu. Et des outils comme le marketing automation qui permettent vraiment de mesurer et prouver le retour sur investissement de chaque campagne. Euh, et donc cette vision est encore plus pertinente avec la période du Covid qui a montré à quel point l'axe principal du marketing aujourd'hui est la création de contenu. Euh, et pour ça, le marketing se doit d'avoir une relation privilégiée et continue avec l'équipe produit d'une part, euh, pour avoir une maîtrise totale des capacités techniques du produit, mais aussi du marché et être responsable de la veille concurrentielle. Donc ça, c'est d'un côté, et de l'autre, d'avoir une relation avec l'équipe commerciale pour avoir une compréhension parfaite des besoins clients. En ce qui concerne la cybersécurité, comme je vous le disais, j'y travaille depuis 10 ans en Israël, le royaume du cyber. On compte ici plus de 700 entreprises qui traitent et offrent des solutions de cybersécurité, parmi lesquelles des leaders mondiaux que vous connaissez certainement, Checkpoint, CyberArk, Bien sûr. Imperva, Ouais. ou plus récemment Aramis et Sentinel-One, mais aussi énormément de startups. Et donc, il y a un besoin primordial de se différencier, non pas pour sortir du lot, mais pour être au-dessus du lot. D'accord. Et aujourd'hui, donc, si je comprends bien, vous travaillez à un niveau européen. Quelle est la différence de l'approche marketing entre les différents pays sur lesquels vous intervenez? Alors aujourd'hui, on travaille sur le marché européen et américain. Oui, C'est les deux marchés principaux dans le domaine de la cybersécurité. Disons que d'un point de vue marketing, alors je vais différencier les deux. D'un point de vue marketing, il y a plusieurs différences majeures dans la stratégie de pénétration et de management des deux types de marchés. D'abord, à la différence du marché européen, le marché US est davantage homogène. En tout cas, c'est la conception que certains se font. Certes, il n'y a pas de nécessité d'adapter les messages d'un État à l'autre, et en théorie, parce que certaines réglementations fédérales peuvent avoir un grand impact. Mais oui, les méthodes et les canaux de distribution peuvent être managés à l'échelle nationale. En revanche, les distances font que les rendez-vous face à face sont un réel challenge bien sûr. pour les équipes commerciales. Et de plus, les coûts pour les actions marketing sont généralement plus élevés aux États-Unis. Une autre différence majeure, c'est que le marché européen exige davantage d'engagement face-to-face. C'est relativement facile et efficace étant donné qu'il y a une forte concentration d'entreprises autour de business centers comme Paris et Londres. D'accord. Euh, Quand les États-Unis, eux, disons, une plus forte tolérance pour les interactions digitales, qui est là encore due à de plus grandes distances. En revanche, la quantité de follow-up pour obtenir un contact qualitatif aux États-Unis est généralement plus élevée. Ensuite, sur le marché européen, on va vraiment faire une étude approfondie des méthodes à utiliser et des messages à localiser par pays. D'accord. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de concurrence qui est nombreuse dans notre secteur d'activité. Justement, par rapport à cela, comment on peut faire pour se différencier par rapport à nos concurrents? C'est une excellente question. La cybersécurité est tout d'abord un domaine technologique. Et pour différencier une technologie, il faut construire une marque forte autour. Et cette marque, je la définis autour de trois axes. Premièrement, une image différente.
Fini les scénarios catastrophes, fini les partages d'articles qui analysent des attaques qui sont au passage malheureusement souvent fictives. Ouais, Personnellement, je suis beaucoup plus adepte d'une vision positive où on voit que les clients réagissent bien mieux à ce type de communication. Et une image de marque, c'est évidemment l'aspect visuel où je tends à privilégier les couleurs claires pour se démarquer de la masse sombre du cyber, mais aussi la tonalité de chaque communication externe, qui elle aussi doit être positive. Donc ça, c'est le premier axe. Ensuite, il faut que le message soit extrêmement clair. Fini les listes de features. Beaucoup de CISO aujourd'hui n'ont pas du tout de background technologique et doivent répondre à de réels besoins et de réels problèmes business de leurs entreprises. Ensuite, une fois convaincus, ils transféreront la discussion vers les équipes techniques. Et c'est là qu'il faudra donc débroussailler les discours formatés marketing et être beaucoup plus tranchant sur les capacités brutes du produit. ouais. Mais il faut savoir faire la différence entre les deux niveaux de communication. Et enfin, le troisième point, et ça rejoint les deux précédents, un message qui doit être véhiculé autour des valeurs ajoutées, des bénéfices du produit, et non de ses capacités techniques. Donc, soyons honnêtes, les solutions de cybersécurité sont une sorte de garantie, d'assurance contre une attaque potentielle. Donc, ces attaques arrivent certes souvent, mais aucune entreprise ne communiquera quoi que ce soit à ce sujet. Donc oui, tout le monde parle de cybersécurité, mais le niveau de connaissance et de compréhension des menaces réelles est relativement bas. En revanche, si je peux prouver et communiquer sur les réductions de coûts que la cybersécurité peut engranger, de combien je peux réduire le temps de traitement de l'information, d'exécution des tâches, etc., ces aspects-là sont ceux qui vont attirer l'attention et permettre de dégager des budgets nécessaires au final. D'accord, d'accord. Vous parliez justement de ce focus plus sur le produit. Quel est c'est vrai qu'avant on parlait plus de Marcom, aujourd'hui on se focus plus sur le product marketing. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet aspect-là? Bien sûr, alors effectivement, on en a parlé il y a quelques instants, le marketing a Mmh, longtemps été perçu comme un département qui dépense, mais dont les résultats ne sont visibles qu'au long terme. C'est ce qu'on a appelé et qu'on appelle toujours le marcom ou la com. Ce qui est important pour l'image de marque, mais qui ne crée pas de business net, ou en tout cas pas dans l'immédiat. ouais, ouais, En parallèle est né le terme de product marketing, donc le marketing qui génère du contenu et qui traduit cette fameuse liste de capacités du produit en valeur ajoutée pour le client. Donc le product marketing est en fait ce fameux lien entre les équipes commerciales. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, cette fonction est aujourd'hui sous le feu des projecteurs, car c'est ouais, celle qui apporte le plus de business à l'entreprise. Et dans une période où les budgets marketing sont réduits, voire complètement coupés, euh, dans tous les cas analysés à la loupe, où les salons et autres conventions vont certainement changer de visage, les investissements vont être axés autour du marketing produit. Et par conséquent, tous ceux qui ne géraient que la partie com auront une obligation de basculer vers une meilleure connaissance produit, c'est-à-dire faire preuve de curiosité pour développer leurs compétences techniques, mais aussi avoir d'un autre côté une meilleure compréhension des besoins business, du marché, de la stratégie go-to-market de l'entreprise. d'accord. Et également aujourd'hui on parle beaucoup de stratégie account based marketing. Qu'est-ce que pourquoi aujourd'hui cette approche-là est fondamentale pour les entreprises? Alors c'est une excellente question. On en revient à la volonté de doing more with less, avec des budgets davantage contrôlés. Euh, la coopération entre les équipes commerciales et marketing est vitale. On ne peut pas se permettre de perdre une infime information qui pourrait potentiellement accélérer le processus de vente. Donc la nouvelle place du marketing dans la génération de business et la capacité de mesurer ses résultats, euh, donc ces deux aspects-là ont permis de faire un grand pas en avant dans la coopération avec l'équipe commerciale. Et l'account-based marketing découle de cette logique. C'était en fait le chaînon manquant qui a permis de cristalliser entièrement les deux départements. Donc l'idée, c'est de focaliser le maximum de ressources sur un nombre restreint de comptes cibles qui ont été prédéfinis en amont conjointement par le marketing et les sales. Et ça, c'est faisable grâce à l'analyse des données collectées par les deux parties. Une fois cette liste validée, le marketing peut enfin personnaliser les contenus, leur format, les canaux de distribution pour chacun des comptes ou type de compte ciblés par l'entreprise. Et juste pour savoir, il y a plus de 85% des marketeurs aujourd'hui qui utilisent cette méthode et qui la définissent comme le moteur principal de génération de revenus pour l'entreprise. D'accord.
C'est vrai qu'on dit beaucoup aujourd'hui aussi que le marketing, is, the new sales. Donc effectivement, par rapport à ça, comment ça a impacté la relation entre les équipes, marketing et les équipes, commerciales? Alors, cette phrase a pris de l'ampleur, pendant le Covid, mais elle existait déjà avant. Ouais, L'introduction de plusieurs outils d'analyse, comme j'ai dit, ont permis aux marketeurs d'être jugés en suivant des KPIs bien définis, en fait, tout comme les équipes commerciales l'ont été depuis toujours. Pour le marketing, les KPI, c'est le nombre de leads générés, de leads qualifiés marketing, les taux de conversion en sales qualified lead, en opportunités, en clients, par source, par période, par campagne, suivant des A/B tests, etc., etc., etc. Euh, de ma propre expérience, ça n'a fait que renforcer la collaboration entre les deux équipes, car elles ont enfin commencé à parler le même langage. Ça, ce qui a encore plus aidé, c'est évidemment ce dont on a parlé, l'impact de l'account-based marketing, mmh, où les équipes sales sont devenues demandeuses de support marketing qui soit, disons, taillé sur mesure pour chacun de leurs comptes. d'accord, d'accord. Et justement par rapport à ça, donc vous parlez de leads qualifiés, par le service marketing. Vous allez jusqu'où justement dans la qualification d'un lead? Alors c'est très intéressant le rôle du product marketing et commence à entrer dans le domaine des pre-sales. Donc il y a un réel besoin de savoir poser les bonnes questions. Donc pour arriver à ce point-là, avoir une profonde connaissance du produit, d'une part, et de quelles sont les questions qui permettent de qualifier un lead pour pouvoir le faire avancer d'étape en étape. Et, et donc oui, c'est plus seulement de la génération de leads, mais également la partie nurturing qui implique une forte compréhension des besoins techniques, mais aussi business. D'accord, d'accord. Vous êtes devenu, presque technicien maintenant? Disons que quand le produit, en l'occurrence, est technologique, oui, Ouais, il y a plus, il y a plus le choix. Ouais. d'accord, d'accord. Par rapport à la crise sanitaire là que nous venons de traverser, comment ça a impacté, le milieu du marketing, cette crise? Alors encore une fois, je pense que c'est depuis une dizaine d'années que le milieu du marketing reçoit, disons, des signaux d'alerte sur les changements qu'il se doit d'effectuer. Ouais, Et disons que la crise est en réalité le coup de grâce. C'est la dernière opportunité de transitionner vers le marketing produit et d'investir davantage sur l'account-based marketing dont on a parlé. C'est pour ça que chaque marketeur doit être extrêmement impliqué dans la roadmap du produit, en connaître tous les rouages et dans la partie business, participer aux appels clients avec les partenaires, être le plus proche du terrain. Ensuite, on voit que, on en parlait, les budgets marketing baissent drastiquement. C'est souvent justifié par le report ou l'annulation de différents salons mmh, qui étaient une source principale de génération de leads, mais aussi une ligne conséquente, il faut bien l'avouer, dans le budget annuel. Donc je pense que l'idée de gestion de budget marketing restreint va devenir une réelle compétence recherchée par les entreprises. C'est peut-être là que l'expérience du marketing au sein d'une startup va devenir très intéressante. Je pense aussi que les changements de mentalité dus au Covid-19 vont également impacter la façon de faire du marketing. Les techniques de guérilla marketing sont de moins en moins tolérées et le marketing intelligent est réellement apprécié. Alors, qu'est-ce que j'entends par marketing intelligent? Celui qui montre qu'un réel travail d'analyse des besoins a été effectué et que le contenu est customisé, adapté et il apporte une réelle valeur ajoutée. Donc, disons que pour conclure, je dirais que l'impact le plus fort, je pense en tout cas, a été sur les équipes commerciales mmh. qui doivent aujourd'hui avancer leur pion sans pouvoir se baser sur des rendez-vous face-to-face. Et donc, on en revient à l'importance du marketing qui est plus que jamais le new sales. D'accord, d'accord. Et c'est vrai qu'il y a 2, il y a 2 façons de voir les choses. Hem, on a pu, nous, au sein de notre entreprise, échanger avec, différents interlocuteurs, justement, sur la partie marketing, qui nous indiquaient que, justement, pendant cette période de crise, il était important de continuer à consacrer un budget assez, conséquent sur la partie marketing pour pouvoir, justement, continuer à comment dire? Continuer à faire parler de notre entreprise, continuer à faire parler de notre marque et rester vraiment présente sur le marché. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre vision des choses par rapport à ça? Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de, effectivement, être toujours
on the top of mind, donc être présent. Et là, le marketing représentera toujours un investissement qui permet, je ne sais pas s'il permet de, de créer des opportunités, mais en tout cas, de les renforcer. Ça, c'est sûr. Le brand awareness est un aspect extrêmement important. Mais il y a un autre aspect que les entreprises n'ont pas encore acté, c'est le fait que pour l'instant, on est encore en train de faire du leverage de tout ce qui était, de toutes les opportunités qui étaient dans la pipeline. Et ces opportunités-là, sur lesquelles on peut encore travailler, vont commencer à se finir. Et donc là, l'idée du marketing en tant qu'investissement business est extrêmement important pour préparer le futur, pour regarder sur le long terme. Il y a cette phrase que j'ai vue il y a pas très longtemps. Le marketing, c'est un investissement. And if you're not a believer, no problem. Someone else will do it for you. Donc c'est vraiment l'idée de rester toujours dans l'attention du marché et de commencer à préparer les opportunités qui vont venir. D'accord, d'accord. Bah, merci beaucoup Roy pour cet échange, c'était vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir suivi notre vidéo. Si jamais vous avez des questions par rapport à notre discussion, n'hésitez pas à nous les faire parvenir et nous ferons un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Excellente journée, merci, au revoir.